Nous en sommes restés la dernière fois sur des images surprenantes d'un manuscrit, ou plus exactement d'une petite portion de manuscrit qui n'est pas celui qu'on voit en ce moment, dans lequel le copiste avait utilisé des encres de couleur de manière tout à fait surprenante. Il est à vrai dire pas le seul à avoir exploré ces possibilités. L'époque omeyyade a connu en effet un certain nombre de tentatives pour exploiter la couleur dans les copies du Coran. La façon la plus simple d'opérer pour associer la couleur est d'associer la couleur à un point significatif du texte de manière à la mettre en valeur et permettre au lecteur d'identifier ce point lorsqu'il feuillette le manuscrit. Nous avons ainsi des copies comme celle qui apparaît en ce moment, où c'est la basmala qui a été copiée en rouge de manière à indiquer le début de la sourate. Comme l'alphabet arabe ne dispose pas de l'opposition entre majuscules et minuscules, il ne dispose pas non plus de lettres qui peuvent être isolées puisqu'elles sont généralement attachées. Les copistes ne pouvaient donc pas créer des initiales pour marquer le début d'un chapitre comme on pouvait le faire dans d'autres traditions manuscrites, que ce soit la traduction grecque ou latine par exemple. La basmala en rouge est selon toute vraisemblance une sorte de substitut apporté temporairement, puisque cette solution ne durera pas, à ce problème d'identification d'un point du texte. Dans un manuscrit à peu près contemporain, dans un style que vous connaissez maintenant bien, le style O1b, le copiste a transcrit en couleur non pas seulement la basmala qui apparaît ici, mais les trois premières lignes du texte, donc la première ligne en rouge, la deuxième en vert, avec ce qui est véritablement l'incipit de la sourate, et une autre ligne. Et vous notez également que la couleur a été utilisée pour les trois dernières lignes de la sourate précédente, écrites en vert. Il s'agit donc d'une variante un petit peu plus développée, mais simplement d'une variante du cas précédent. Très différente est la situation d'un manuscrit fragmentaire où le copiste a écrit certaines lignes en couleur. Comme vous pouvez voir ici, il y a des alternances de couleurs sur la page. Comme dans l'exemple que nous avons vu la semaine dernière, ces dernières n'entretiennent aucune relation avec le sens du texte ou ses divisions, puisqu'il n'y a ni mise en valeur de tel mot ou de telle expression, comme cela se fera par la suite, ni association de la couleur avec un verset spécifique. Nous voyons que le texte, par exemple, comporte une fin de verset ici, donc il ne s'agit pas d'associer la couleur avec la copie d'un verset pour l'identifier de manière particulière. Et comme dans l'exemple précédent, de nouveau, le ou les copistes, puisque nous ne savons pas s'ils étaient plusieurs à transcrire le texte, ne tiennent pas compte de la double page. Vous avez un exemple ici où le manuscrit étant ouvert, on a d'un côté une page avec un emploi assez intense de la couleur, pratiquement une ligne sur deux, et de l'autre côté, une page où le texte, en revanche, est transcrit à l'encre tout à fait normale. On voit dans ce cas que la couleur n'est pas non plus un moyen de faire apparaître une symétrie au niveau de la double page. Des copistes, ou peut-être des milieux religieux, ont réfléchi à la façon dont ils pourraient exploiter les possibilités d'emploi des encres de couleur pour la copie du Coran. Certains, et c'est ce que nous venons de voir au début, ont opté pour une approche fonctionnelle, dont nous saisissons parfaitement la logique, puisqu'il s'agit de mettre en valeur le début du texte. D'autres, et je parle à ce moment du fragment que nous voyons ici et de celui de la semaine dernière, sont plus déconcertants. Les copistes avaient en tête un dessein qu'il nous est aujourd'hui difficile de comprendre. Revenons donc sur cet exemple initial. Quelques remarques s'imposent. La première, d'abord, concerne le copiste. Il paraît s'être lancé, je l'avais déjà dit, dans le travail de copie polychrome, sans maîtriser toutes les techniques nécessaires. Ainsi, son choix du nombre de lignes à la page est tout à fait inadapté au projet quand il ne vient pas purement et simplement le contrecarrer. Il est impossible ainsi de disposer d'une ligne médiane, puisque le nombre des lignes est pair,
ou de réaliser un découpage en groupe de 3 lignes pour équilibrer l'utilisation de la couleur. Il ne faut toutefois pas exclure la possibilité d'une collaboration entre 2 copistes, un premier qui n'aurait utilisé que l'encre brune et qui aurait également commencé la copie sans avoir ce projet en tête, tandis que le second, l'auteur des pages polychromes, aurait dû s'adapter à la décision initiale. Lorsque la composition devient plus complexe, comme c'est le cas du losange du folio 9 recto, cette fois-ci j'ai surligné, disons, les emplacements des mots ou fragments de mots en vert qui dessinent le losange. Lorsque la composition, disais-je, devient plus complexe, elle laisse parfois le sentiment d'avoir été ajustée au jugé. Vous voyez que le losange n'est pas parfaitement équilatéral. Parfois même, l'impression de manque de préparation est frappante. Au folio 6 verso, de ce qui nous reste bien entendu, le copiste semble avoir été surpris dans son dessin par le changement de sourate. Il a commencé d'une manière et puis on a l'impression que le vide créé au milieu le dérangeait et bouleversait son travail. On aura remarqué également qu'il ne raisonne pas, comme je le disais pour l'autre exemple, en termes de double page. Malgré la technique de réglure qui pourrait laisser supposer que le travail était préparé en prenant en considération l'ouverture de la double page, ce qui nous a été conservé, par exemple les feuillets 8 verso et 9 recto de ce qui subsiste, montrent qu'il n'en était rien, puisque d'un côté nous avons le damier et de l'autre le losange, donc il n'y a pas un équilibre entre les deux moitiés de l'ouverture, chacune étant indépendante. Faute bien sûr de disposer du manuscrit dans son intégralité, ou du moins d'un nombre substantiel de feuillets, nous ne pouvons que poser la question de savoir si notre copiste avait prémédité cette utilisation de la couleur ou si l'idée lui est venue en quelque sorte au cours du travail, partant de schémas simples, alternance de lignes ou groupe de lignes, et se risquant peu à peu à des compositions de plus en plus complexes. Plus important peut-être que l'appréciation que nous pouvons faire aujourd'hui des compétences du ou des copistes, l'examen de la place de ce fragment dans l'histoire du livre manuscrit islamique et plus exactement dans celle du Coran nous invite à explorer différentes pistes. L'emploi des encres de couleur pour la copie du texte du Coran n'est pas chose inconnue dans le monde musulman. L'emploi de la chrysographie, c'est-à-dire l'encre dorée, est attesté par de nombreux manuscrits au fil des siècles, la plupart étant d'ailleurs beaucoup plus récents que ce que nous voyons en ce moment. Qu'il s'agisse de Corans entièrement copiés à l'encre dorée ou d'exemplaires où certaines lignes seulement sont dorées, une constatation s'impose. L'intégrité de la ligne est toujours respectée et cela se vérifie également quand d'autres couleurs sont mises en œuvre par les copistes. Le fragment que nous voyons en ce moment comporte certes des feuillets qui s'inscrivent dans cette tradition, mais les parties les plus originales, et ce sont celles que vous voyez en ce moment, ne sauraient lui être assimilées puisque non seulement une même ligne peut être copiée en plusieurs couleurs différentes, par exemple ici nous avons du vert, du vert, ou ici du brun, du rouge, du brun, donc non seulement une même ligne peut être copiée en plusieurs couleurs différentes, mais le changement d'encre peut intervenir à l'intérieur d'un mot. Les parallèles doivent donc être recherchés dans une autre direction que cette tradition dont je parlais à l'instant dans le monde musulman, qui fonctionne sur de toute autre base. Dans un article publié dans une revue un petit peu obscure, Hans-Caspar von Bothmer a publié 34 feuillets d'un Coran découvert dans la grande mosquée de Sanaa, et dont vous voyez ici 4 feuillets. Sur plusieurs pages, le copiste a exploité la possibilité d'élongation de certaines lettres ou des ligatures entre les lettres, de manière à ménager des zones de moindre densité d'écriture qui dessinent sur l'ensemble de la justification des figures géométriques simples, un losange, une croix de Saint-André, etc. Bien que le copiste de ce manuscrit n'ait pas utilisé des encres de couleur, le projet de décor qui était le sien
est somme toute assez comparable à celui du fragment que nous voyons en ce moment. Il s'agit en effet dans les deux cas, bien qu'avec des procédés différents, d'associer la copie d'un texte déjà existant et non modifiable à la création arbitraire de décors géométriques à l'intérieur d'une justification rectangulaire tout à fait classique. Dans le manuscrit de Sana, comme dans le fragment de Damas, cette ornementation ne paraît pas avoir eu pour fonction de mettre en relief tel ou tel passage. Comme le proposait déjà von Bothmer, la recherche de parallèles éventuels doit prendre en considération d'autres traditions manuscrites. Au Moyen-Orient, l'utilisation d'encre de couleur est une chose familière et bien antérieure à l'apparition de l'islam. Un manuscrit syriaque conservé à Londres, copié en 675, se signale ainsi par l'emploi de jaune et de rouge à côté d'une encre brun-noir. Mais dans ce cas, la mise en œuvre des couleurs répond à une fonction didactique bien connue puisqu'elle vise à signaler au lecteur certains éléments importants. La situation est donc bien différente de celle que nous avons dégagée précédemment. L'opposition rouge-noir, qui est une opposition classique puisqu'elle est connue depuis l'Antiquité pharaonique, revient très fréquemment dans les manuscrits et relève généralement de cette même intention, c'est-à-dire de mettre en évidence un élément plutôt qu'un autre. Dans le fragment qui nous intéresse, les couleurs ne sont utilisées à cette fin que pour les titres des sourates 7 et 8, et il s'agit là d'un ajout. Je reviens en arrière. Vous vous souvenez que le titre de la sourate, qui est indiqué ici, est ajouté par la suite. C'est le seul moment où véritablement on peut dire qu'il y a une association entre la couleur et un élément qu'on souhaite mettre en valeur. Parmi les très maigres vestiges des écrits manichéens, plusieurs exemples laissent présumer que les copistes exploitaient cette alternance de couleurs dans un but similaire à celui qui est recherché dans le fragment damasquin. À Berlin, dans le musée d'art indien, on possède quelques feuillets qui proviennent de l'oasis de Turfan, où l'on voit un texte copié sur 3 colonnes à la page. Chacune de ces colonnes est constituée de 5 blocs de lignes de longueur variable, tantôt noires, tantôt rouges, qui contrastent avec les blocs de la colonne suivante, de manière à former un damier un peu comme ce que nous avons vu sur le fragment damasquin. Le passage d'une couleur à une autre ne semble pas correspondre à des sections du texte, mais à un choix de mise en page déterminé par le copiste. La date de transcription du bifeuillet, malheureusement, reste incertaine. Si elle coïncide avec l'achèvement du recueil d'hymnes, elle ne serait pas postérieure ou de très peu à 832, mais s'il en était autrement, 832 devrait être pris comme un terminus post-quem, la copie étant de toute manière achevée avant le XIIe, au plus tard XIIIe siècle, ce qui ne nous intéresse pas beaucoup puisque c'est postérieur à notre fragment. Un rapprochement signalé également par von Bothmer nous amène à prendre en considération une tradition apparue au cours de l'Antiquité tardive et qui se développa en Occident durant le Haut Moyen-Âge. Il s'agit du Carmen Figuratum, dont je vous donne ici un exemple symbolique dont je suis l'auteur et seul responsable. Ce sont les calligrammes d'Apollinaire, finalement. Ce sont des tours de force littéraires qui sont souvent associés au nom du poète latin Porphyrius Optatianus, qui a vécu entre environ 260 et 335, et dont on peut schématiquement reconnaître 2 variantes. La première, déjà répandue à l'époque hellénistique, repose sur une séquence de vers dont les variations de mètres, c'est ce que je voulais vous faire voir ici, sont destinées à faire apparaître sur la page écrite la silhouette d'un objet. La seconde, en revanche, réclame des vers qui comptent tous exactement le même nombre de lettres, généralement 35 ou 37, disposées régulièrement, c'est la scriptio continua, de manière à former autant de colonnes verticales. Dans certaines de celles-ci, ou sur les diagonales, les lettres sont écrites en couleur pour attirer l'attention du lecteur sur de courts textes lisibles verticalement ou obliquement dans le poème lui-même. C'est ce qui est mis en valeur ici, c'est-à-dire qu'on peut lire un deuxième texte à l'intérieur du premier. Il s'agit là de ce qu'on appelle techniquement les versus in texti.
Dans le cas des Carmina figurata, y compris sous la forme la plus complexe que leur donna Ramon More à l'époque carolingienne dans son De Laudibus Sancte Crucis, il s'agit donc de poèmes composés spécifiquement pour cette mise en page sophistiquée et non pas de l'association d'un texte préexistant à un décor fixé par la fantaisie du copiste. Il n'y a donc pas lieu de chercher dans cette direction l'origine de la mise en page de notre fragment de Damas. Généralement évoqué parmi les exemples de Carmen Figuratum, le Codex Aureus de Stockholm, dont malheureusement je n'ai pas trouvé une page qui vous aurait permis d'apprécier la façon dont il utilise les couleurs, pourrait offrir en revanche un parallèle surprenant mais fécond pour notre fragment. Le luxe de cet évangéliaire, copié vers le milieu du 8e siècle en Angleterre, vraisemblablement à Canterbury, contraste singulièrement avec le Coran maladroitement transcrit vers la même époque dans une partie du Moyen-Orient qu'il nous est impossible de déterminer. Mais le procédé est en définitive identique dans les deux cas. Karl Nordenfalk, dans une note consacrée au manuscrit de Stockholm, souligne que, et je le cite, « tout est fait pour briser l'unité structurelle de la scriptio continua qui continue toujours le principe unificateur des lettres du texte. » Fin de citation. Le jeu des couleurs est beaucoup plus complexe, puisque les copistes de Canterbury jouent non pas sur 3, mais sur 5 encres différentes, l'emploi de celles-ci ne visant cependant nullement à faire apparaître un texte dans le texte comme dans l'exemple précédent. Il s'agit bien davantage de faire surgir un décor et, comme le dit justement Nordenfalk, et je le cite encore, le scriptorium anglais semble avoir simplement pris plaisir à mettre des formes pour le plaisir de les y mettre, une sorte de jeu de mots visuel. Reprenant la question dans un ouvrage récent, Ulrich Ernst range d'ailleurs ce Codex Aureus de Stockholm parmi les exemples de ce qu'il appelle en allemand Randformen des Figurengedicht, c'est-à-dire forme marginale des poèmes figurés. On ne peut en effet préjuger de lien possible entre des manuscrits de ce genre et le Carmen Figuratum, mais force est de reconnaître la justesse de l'observation suivante de Ernst. Dans l'ensemble, dit-il, et je le cite, on devra constater que la relation entre l'image et le texte, à l'opposé du Carmen Figuratum dans sa forme pure, est très ténue et dans aucun cas il ne peut être question d'une unité de composition de mots et de formes, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux. Nous irons même un peu plus loin en reconnaissant deux groupes dans ces formes marginales, l'une constituée par les calligrammes dans lesquels le texte se coule dans les contours d'une figure, l'autre de surfaces écrites de configuration courante, autrement dit des rectangles, à l'intérieur desquels le copiste fait apparaître une forme de son choix grâce à des techniques comme des évidements ou comme la couleur. Le fait que ce type de jeu graphique ait été pratiqué de manière pratiquement contemporaine dans des régions très diverses nous conduit à nous demander si l'Antiquité tardive n'aurait pas connu une sorte de tradition spécifique de calligramme dont les deux Corans que nous avons vus, le fragment manichéen d'Asie centrale et le Codex Aureus seraient l'écho. La place du bifeuillet trouvé dans l'oasis de Turfan est peut-être discutable, je le concède, au sein de cette série. On ne peut pas complètement exclure, en effet, que le livre manichéen ait subi des influences soit chinoises, soit indiennes. En revanche, ce ne serait pas la première fois que des procédés très spécifiques se trouveraient attestés dans des manuscrits, à la fois au Moyen-Orient et dans les îles britanniques. La parenté technique entre les décors sur ficelle des reliures de l'évangéliaire de Saint-Cuthbert, qui vient également donc de Grande-Bretagne, et des Corans de Kérouan n'avait pas échappé déjà à Bert van Regemorter, qui avait signalé cette parenté d'inspiration pour les reliures. Le milieu dans lequel le fragment de Damas a vu le jour restera sans doute une énigme.
Si notre hypothèse d'une reprise d'un modèle antique par cette copie polychrome du Coran était vérifiée, le mode de transmission mériterait d'être examiné. Ces quelques feuillets reflètent-ils des traditions locales, chrétiennes, juives ou manichéennes, observées et mises en œuvre par des copistes musulmans? Sont-ils l'œuvre d'un de ces chrétiens dont les sources arabes nous rappellent qu'ils copièrent les textes coraniques dans les premiers temps de l'islam? Par ailleurs, comme nous l'avons suggéré plus haut, une collaboration entre deux copistes ne peut non plus être écartée. À l'époque omeyyade, et en particulier sous le règne d'Al-Walid entre 705 et 715, un débat a porté sur la position qu'il convenait d'adopter vis-à-vis des pratiques artistiques des milieux chrétiens ou juifs, certains se déclarant partisans de les mettre au service de l'islam, d'autres manifestant leur opposition. Les musulmans étaient de toute évidence bien au fait de ces questions, et si les textes qui ont conservé la trace de ces discussions concernent les mosquées, il n'est pas invraisemblable que les manuscrits de la Révélation aient été également impliqués. Quoi qu'il en puisse être, le fragment de Damas conservera le secret de son origine. Il aura néanmoins attiré notre attention sur l'importance de l'étude des plus anciens manuscrits musulmans pour l'histoire du livre, tant au sein de la civilisation islamique que dans l'ensemble du bassin méditerranéen et de ses dépendances septentrionales. Ce que nous avons vu jusqu'à présent concerne une partie de la production de manuscrits coraniques que, sous les Omeyyades, Khalek Grabar aurait pu qualifier, il avait inventé ce mot, terpnopoétique, en ce sens que la recherche d'une présentation agréable à l'œil y est clairement reconnaissable. Mais cet aspect ne saurait rendre compte de la diversité de la période. Dans la présentation initiale que j'avais faite à son sujet, j'avais souligné l'existence de différents milieux d'opposants au pouvoir omeyyade. Les historiens ont bien mis en lumière notamment le malaise qui s'était répandu au sein du groupe toujours plus important des nouveaux convertis qui ressentaient le maintien, au moins partiel, d'une situation qui réservait aux Arabes un traitement de faveur. En effet, même si les autorités n'avaient pas adopté une politique en faveur de la conversion, qui risquait en fait de mettre en péril les revenus de l'État, les milieux dévots, particulièrement implantés à la Mecque et à Médine, développaient l'idée que la conversion devait être favorisée comme voie d'accès au salut et, sur le terrain, différentes circonstances donnaient aux populations conquises des raisons de se convertir. Les partisans de Ali et de ses descendants constituaient un autre groupe critique de la dynastie. Le mode d'expression de l'opposition faisait appel à la sphère du religieux. J'ai évoqué à l'instant la tradition qui rapporte, de manière allusive certes, la tradition qui rapporte que lorsqu'Al-Walid Ier eut fait décorer la mosquée de Médine avec des mosaïques, un vieillard qui était dans la foule au moment où le calife vint examiner les résultats de l'opération l'aurait hélé en disant, je cite, « Nous avions bâti dans le style des mosquées, vous bâtissez dans le style des églises ». De même, William Montgomery Watt estimait que le célèbre récit dans lequel sont énumérés les supports utilisés du vivant de Muhammad pour mettre par écrit les révélations, pétiole de palme, pierre plate ou omoplate de chameau, était en fait une forgerie postérieure destinée à mettre en valeur l'austérité et la simplicité de la mise par écrit initiale, contrastant avec l'opulence des copies réalisées à l'instigation des Omeyyades. L'un d'entre eux, le pieux Omar II, qui a régné de 717 à 720, n'avait-il pas refusé de payer le prix demandé par le calligraphe Khalid ibn Abil Hayyaj, qui avait, à la demande du calife pourtant, réalisé une copie du texte coranique en caractères dorés? On peut donc penser que, dans la production manuscrite de ce temps, il se trouve également des exemples de ces copies qui pourraient avoir maintenu l'austérité de ces manuscrits de style hijazi que nous avons vus au début. Comme je l'ai dit, on est en droit de penser que ces exemplaires respectaient dans une large mesure la présentation des tout premiers manuscrits du Coran. Comment les reconnaître? C'est bien l'une des difficultés que nous rencontrons pour suivre le développement d'un âge de conflits et de contrastes, d'innovation et de conservatisme, et pour identifier leur incidence sur la production de copies du Coran, puisqu'aussi bien les différents milieux pouvaient avoir leur conception du livre, leurs artisans et leurs circuits. Pour tenter de dépasser cette espèce d'aporie que je viens de décrire,
il est sans doute bon de faire appel à une source très légèrement postérieure, mais qui a connu la fin de la période omeyyade et qui, par ses origines, avait accès à une tradition remontant au temps de l'apostolat de Muhammad. Je veux parler de Malik ibn Anas, qui est mort en 796. Il est, comme vous le savez, le fondateur de l'école juridique malikite et lui-même, s'il n'a pas rédigé l'ouvrage, a diffusé un enseignement et ses opinions ont été recueillies par des disciples qui se sont chargés de les mettre en forme par écrit. Nous savons qu'il exprimait son opposition à l'orthographe modernisée et n'autorisait que l'orthographe qu'il appelait première, Katbat al-Ula. De manière logique, il désapprouvait la vocalisation des copies mères, celles qui servaient de référence, probablement celles qui étaient conservées dans des mosquées, et il n'admettait la vocalisation que pour les Corans destinés à l'enseignement. Le débat auquel renvoient les opinions de Malik a dû commencer pendant la période omeyyade. Les condamnations qu'il porte correspondent à des pratiques qui sont apparues progressivement au cours de cet âge et dont certains des manuscrits que nous avons vus jusqu'à maintenant sont l'illustration. Ceux qui s'y opposaient devaient donc continuer, c'est du moins une hypothèse que nous pouvons formuler, devaient continuer d'utiliser des copies anciennes ou commander de nouveaux manuscrits qui restaient conformes à leurs principes. Dans le matériel qui nous est parvenu se trouvent des exemplaires qui maintiennent apparemment le style hijazi, mais adoptent des techniques qui sont également connues dans des copies plus élaborées, comme dans les codex de Damas et de Fustat que nous avons examinés assez longuement. Le groupe de manuscrits que je vais évoquer maintenant est paléographiquement homogène, tout comme l'était celui des copies coraniques du groupe O1. Leur écriture présente des caractéristiques qui les rapprochent du style hijazi. Retour inférieur de l'alif, mais cet élément perd un peu de son importance dans la mesure où cette caractéristique est très répandue à l'époque, inclinaison des astes vers la droite et élongation de ces dernières dans la verticale. Mais bien des traits les différencient des copies analysées initialement. La présence de marges, le recours à des tirets en fin de ligne ou encore le fait que les mêmes caractéristiques paléographiques sont observables d'un manuscrit à l'autre. Bref, cet ensemble fait que nous pouvons considérer que les manuscrits dont je vais parler sont approximativement contemporains des copies de style O1. L'ensemble conserve cependant des traits qui l'en distinguent et que nous allons maintenant essayer de préciser. Nous allons commencer par ce manuscrit, un fragment en fait, provenant de la mosquée de Amr à Fustat et conservé principalement à Paris et à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une copie de format vertical de 33 cm sur 25 qui rappelle à première vue les manuscrits de style hijazi vus initialement. Vous reconnaissez, alors là c'est vrai que la page est un petit peu inclinée, mais les lettres, indépendamment de cette inclinaison, ont une petite tendance à être orientées donc, en légère diagonale par rapport à l'axe vertical. Le texte est copié à raison de 23 à 26 lignes à la page, un nombre de lignes assez proche de celui que nous avons observé, par exemple, sur le Codex Parisino-Petropolitanus, mais aussi sur le Codex de Fustat, qui représente, lui, un état plus développé de la transmission écrite. La séparation des sourates a évolué. À la fin de chacune d'elles, un groupe de points disposés en triangle, assez proche d'inspiration de la division entre les versets. Les versets sont séparés par des triangles de tirets. Bon, je ne vais pas en trouver. Il y en a un ici, mais il n'est pas complet. Donc les versets sont séparés par des groupes de 3 tirets disposés en triangle. À la fin des sourates, on a le même motif, mais si vous voulez, amplifié. Donc cette ponctuation souligne l'articulation du texte. En revanche, le copiste est resté fidèle à l'habitude de laisser une ligne en blanc entre les sourates. Le titre qui apparaît de nos jours sur le manuscrit, on ne le voit pas ici sur cette diapositive, est un ajout. L'orthographe
en est encore au stade de la scriptio defectiva, et de fait, dans bien des endroits, Kaala est encore écrit sans l'alif, même si ici nous avons un exemple du contraire avec la troisième personne du pluriel, avec l'alif qui est représentatif de la scriptio plena. Mais si vous regardez un tout petit peu plus bas, vous voyez ce mot assez curieux, c'est Kaala de nouveau, mais vous voyez qu'il est comme tassé entre deux lettres, tout simplement parce qu'à l'origine, nous avions un kaf et un lam, et qu'on a corrigé l'orthographe ancienne de manière à faire apparaître un alif, et on a ajouté un petit lam qui essaye de se glisser misérablement entre les deux mots, fir'oun qui vient derrière. Donc, dans son état initial, le manuscrit était encore largement en scriptio defectiva. À côté de ces éléments qui apparaissent clairement comme des points reflétant un conservatisme en matière d'orthographe, d'autres pourraient indiquer qu'une évolution a malgré tout affecté cette copie malgré ce point. C'est notamment le cas des marges. Vous voyez que nous avons ici des marges qui sont dignes de ce nom et non plus un texte qui arrive pratiquement aux limites du parchemin comme c'était le cas dans les versions les plus anciennes. Vous notez également que la réglure donne les dimensions exactes de l'espace à remplir. Donc il y a là encore un souci de mise en page qui est très net et qui s'accompagne parfois, peut-être pas sur cette page mais sur d'autres très certainement, par l'ajout de tirets horizontaux. Là je pense qu'il s'agit d'une tâche donc je ne vais pas le donner comme exemple, qui atteste la volonté d'inscrire le texte dans un rectangle parfait. Ce mélange de traits qui s'inscrivent à la fois dans le prolongement des observations faites initialement à propos des manuscrits de style hijazi, et d'autre part comme une reprise des modifications associées au groupe de copies qui peut être constitué autour des codex de Damas et de Fustat, me servira ici d'introduction à cet ensemble et je vais l'illustrer par d'autres exemples pour faire apparaître cette homogénéité et surtout cette répétitivité de l'écriture qui est en fait un des aspects majeurs de l'évolution de cette période par rapport au début où au contraire les copistes ont toute latitude d'écrire à leur gré. Nous allons commencer par un manuscrit qui provient de Damas et se trouve aujourd'hui à Tübingen. Il a été acquis vers 1860 par le consul de Prusse à Damas, Johann Wettstein, qui vendit sa collection en 1864 au gouvernement du Württemberg. En 2014, à la fin de l'année, il avait fait parler de lui à la suite d'une datation du carbone 14 qui lui avait valu un temps la réputation d'être le plus ancien manuscrit du Coran. Vous savez, maintenant, Birmingham est passé en tête et on peut imaginer qu'on trouvera un autre qui sera encore un peu plus ancien. Mais bon, ceci est une parenthèse. La copie préserve un certain nombre de traits archaïques, Kaala étant encore écrit Kaf Lam, comme vous le voyez ici, donc graphie archaïque. Et on a également la séquence pour Shai, on a un alif médian, et enfin le nom propre Daoud est écrit avec une interversion de l'alif et du waw, ce qui, là aussi, est un trait extrêmement archaïque. Le manuscrit de Tübingen est intéressant parce qu'il a quelques décors entre les sourates. Les décors semblent, à première vue, être présents là où un espace était suffisant pour les recevoir. Au feuillet 5 recto que vous avez sous les yeux, à la fin de la sourate 17, nous voyons que le copiste a ajouté toute une série de points. On retrouve cette espèce de besoin d'occuper les espaces vides, un peu comme sur un chèque, vous faites un trait pour éviter qu'on ajoute 1 centime à la somme que vous avez écrite. Donc là, on bloque la ligne. Il y a une ligne qui est restée vide, qui est la tradition ancienne de laisser un espace entre les sourates, et le début de la sourate suivante, la sourate 18. Ici, l'espace était peut-être insuffisant pour recevoir un décor en bonne et due forme, et du coup, le décorateur, nous ne savons pas si c'était le copiste, a laissé passer cette occasion.
Après le feuillet 33 du morceau de Coran qui est à Tübingen, les décors disparaissent complètement et les 11 dernières sourates présentes sur le manuscrit sont simplement séparées de celles qui précèdent, comme ici, par un espace. Les compositions qui sont conservées sont pour l'essentiel réduites à des contours parfois remplis de rouge. Ces contours sont tracés à l'encre dont la couleur est assez voisine de celle du texte. Il faudrait toutefois procéder à une analyse de la composition de l'encre afin de savoir si elle est ou non différente de celle du texte. Comme les codex de Damas et de Fustat, le manuscrit de Tübingen comporte deux types de décors, ceux qui, comme celui que vous voyez en ce moment, a la forme d'un rectangle allongé, donc un cadre bien formel qui délimite l'espace du décor, et les autres qui sont qui se développent tous assez librement dans l'espace entre les deux sourates. Pas de cadre cette fois, simplement des formes qui occupent l'espace. Le répertoire est en partie géométrique, c'est l'exemple du rectangle que je vous ai montré à l'instant, et en partie végétal. Il inclut également des formes que vous voyez ici, qui pourraient être des vases comme ceux que nous avons vus sur le codex de Fustat. À plusieurs reprises, le décor prend appui sur une sorte de pyramide à gradins. Elle est ici, mais on ne la voit pas très bien. On va la voir davantage sur cette diapositive, j'espère. Donc ici, cette espèce de pyramide à gradins qui semble supporter le décor et qui figure toujours dans la marge de fond. C'est-à-dire que tous les décors sont des décors orientés, à l'exception du décor géométrique que nous avons vu initialement, qui, lui, est plus discret dans la mesure où le cadre empêche cette orientation, mais néanmoins, dans la marge de fond, on retrouve notre pyramide à gradins. Donc il y a l'idée qu'il y a une orientation pour ces décors. Les décors incluent volontiers ce motif en Y, assez curieux, généralement par empilement. Donc il y a toute une série de ces motifs qui se répètent pour traverser toute la largeur du feuillet. Un procédé qui n'est pas pour nous surprendre, puisque nous avons vu plusieurs cas où les décors entre les sourates étaient en fait constitués par la répétition d'un module de base. Le décor est bien sûr un ajout, dans la mesure où on voit bien qu'il a été ajouté après coup. Il y a des endroits, je pense que c'est sur le premier exemple, où, vous voyez ici, le nun qui est ici est recouvert par le trait du décor. Donc, au cas où on aurait besoin de le savoir, mais c'est une évidence, le décor est postérieur. La question qui se pose est bien sûr celle de savoir combien de temps s'est écoulé entre l'achèvement de la copie et l'introduction du décor. Le fait que tous les espaces disponibles n'aient pas été remplis n'est pas non plus très surprenant. Le codex de Fustat présente la même situation. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a un certain nombre d'endroits où l'espace qui pouvait recevoir l'enluminure n'a pas été utilisé. Le manuscrit de Tübingen est toutefois plus cohérent, puisqu'il semble que la personne en charge d'ajouter les décors s'est arrêtée après avoir atteint ce qui est aujourd'hui le feuillet 33 recto avec le décor de la sourate 24. Et après ça, il est parti. Voilà donc un premier manuscrit de ce groupe. Un second manuscrit est conservé à la bibliothèque de Berlin et provient également du dépôt de vieux Corans de Damas, d'où le même Wettstein, qui était consul de Prusse à l'époque, vers le milieu du XIXe siècle, l'a acheté. C'est un volume plus épais puisqu'il y a 210 feuillets de parchemin et donc la quasi-totalité du texte coranique. On retrouve les caractéristiques dominantes des in-quarto de la période, assez proches de celles du Codex Parisino-Petropolitanus, puisque le manuscrit mesure 33 cm et demi sur 26,5. Le manuscrit auquel j'ai fait allusion à l'instant, on mesure 33 sur 24. Donc on est vraiment dans des valeurs extrêmement voisines. Les marges sont, comme dans l'exemple précédent et comme dans le tout premier,
relativement importante, beaucoup plus importante en tout cas que dans les manuscrits les plus anciens. Son orthographe est déjà plus développée. On peut ajouter à ces 3 exemples de manuscrits un fragment qui provient également de Fustat et qui est conservé à Leyde, mais la photo que je vous montre est celle d'une autre partie du manuscrit qui, elle, est conservée à Paris, puisque l'origine est la même, c'est le dépôt de manuscrits de Fustat qui a alimenté les 2 collections. Dans ce cas, toutefois, il ne s'agit plus d'un in-quarto, mais d'un petit in-folio, les feuillets mesurant 41 cm sur 35. Ce format, à lui tout seul, pourrait être l'indice d'une évolution par rapport au premier ensemble hijazi, c'est-à-dire qu'après l'exploitation des ressources de l'in-quarto, on aurait là une sorte de première tentative pour occuper plus d'espace et utiliser des feuillets plus grands, avec le problème auquel je faisais allusion précédemment quand nous avons regardé les grands manuscrits in-folio de Sanna, par exemple, que l'écriture de ce style reste finalement un peu gracile pour une surface aussi importante. Le manuscrit de Sanna, en revanche, a été copié avec un calame plus épais qui donne l'impression d'une écriture plus massive, plus grasse, qui remplit davantage la surface du parchemin. L'orthographe de notre manuscrit reflète très clairement les progrès de la scriptio plena, les formes anciennes de Kala ou de Shai ayant été remplacées par l'orthographe moderne. Là, donc, nous sommes dans une phase grosso modo ultérieure. Il y a d'autres exemples de cette écriture, bien d'autres exemples. Le dernier à avoir été signalé est une copie qui nous emmène cette fois-ci vers l'Asie centrale, puisqu'elle est conservée à Mashhad, dans la bibliothèque de l'Astani Quds de Mashhad, sur le numéro 18, qui vient pour la première fois nous montrer une diffusion de cette écriture bien au-delà de la zone centrale du monde musulman où nous les avions rencontrés jusqu'à présent, puisque tous les exemples que nous connaissions venaient soit de Sanna, soit de Damas, soit de Fustat. Alors bien sûr, les manuscrits voyagent, et il n'est pas exclu que le manuscrit qui est à Mashhad ait été importé d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la diffusion a été aussi considérable. Nous avons vu que sur cet ensemble de manuscrits, les décors sont peu fréquents. Les seuls que j'ai signalés jusqu'à présent sont ceux du manuscrit de Tübingen. Et encore, dans ce cas, le décor est-il d'une portée limitée, puisque, comme vous l'avez vu, ce sont des dessins à l'encre, parfois rehaussés un peu de rouge, mais somme toute assez peu sophistiqués. La seule exception dans ce groupe de manuscrits à cette espèce de règle de l'absence ou du côté très limité de l'enluminure est un manuscrit qui vient de Damas, qui se trouve actuellement à Istanbul, où, à côté de décors très simples, nous rencontrons quelques enluminures un petit peu plus élaborées. Certes, le dessin est assez maladroit, mais nous avons des décors de ce genre, donc ici un palmier, relativement bien observé, avec ses floraisons de part et d'autre, ses palmes ici, le tronc qui rappelle un petit peu les colonnes que nous avons vues précédemment, avec ces motifs en chevron qui peuvent aussi suggérer d'ailleurs le tronc du palmier. Et surtout, ce décor extrêmement intéressant, celui-ci, ceci est peut-être un ajout, je ne saurais pas trop le dire, mais ici nous avons quelque chose qui peut à la fois s'apparenter à ce que nous avons vu pour le manuscrit de Tübingen, mais aussi à certains des décors que nous avions vus sur le manuscrit de Damas, le Codex de Damas, avec ces motifs inspirés vraisemblablement par des formes qui ont été reprises aussi sur les mosaïques du dôme du rocher. Une thématique omeyyade, donc, qui est associée à une écriture qui elle-même est bien identique à celle des manuscrits précédents, une écriture que j'ai proposé d'appeler B1A, puisque j'adore les sigles, et qui conserve quelque chose de l'apparence du style hijazi, les astes présentant une certaine inclinaison vers la droite,
une élongation dans l'axe vertical et ce fameux retour inférieur de la lymphe, mais qui est plus discret. À la différence des écritures appartenant au premier ensemble hijazi, dont l'exemple est le Codex Parisino-Petropolitanus que l'on voit en ce moment, le caractère extrêmement individuel des écritures a disparu. Et nous avons désormais une homogénéité similaire à celle que nous pouvons rencontrer dans les contributions de style O1, c'est-à-dire cette écriture réformée qui apparaît, selon mon hypothèse, à l'époque de Abd al-Malik. La relation avec les écritures qui dominent dans les copies du premier groupe est plus difficile à établir, le premier groupe étant Hijazi, est plus difficile à établir que dans ce dernier cas. Les formes des mimes, des ha, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc les formes, le mime final, vous voyez, ceci c'est un mime final, ça c'est un ha. Donc ce sont des lettres qui sont en quelque sorte à cheval sur la ligne de base, alors que dans les écritures que nous connaissons par ailleurs, par exemple celle-ci, qui théoriquement donc devrait être un prototype, nous avons des mimes finaux qui sont posés sur la ligne. Le ha aussi, vous voyez, là, il n'y a pas de chevauchement sur la ligne inférieure. Et puis, autre différence, ici nous avons un K final avec une élongation dans l'horizontale de la partie inférieure de la lettre, alors que dans le manuscrit, que nous avons ici, le Kaf est généralement écrit ici avec les deux branches strictement à la même hauteur l'une que l'autre. Donc le rapport, si j'ose dire, génétique entre les deux écritures est extrêmement douteux et il faudrait voir donc s'il s'agit bien de quelque chose qui s'est développé indépendamment ou si ça représente une autre évolution. À quoi correspond le groupe de manuscrits? Leur position intermédiaire entre l'ancien ensemble de manuscrits en écriture hijazi et les manuscrits qui sont rassemblés autour des codex de Damas et de Fustat invitent à y reconnaître des exemplaires qui ont été produits dans un contexte de maintien de la tradition originelle, probablement dans un milieu ou pour des commanditaires qui voulaient lui rester fidèles. Il ne tenait cependant pas toute évolution pour condamnable, comme l'indique l'introduction d'une mise en page plus élaborée ou encore l'écriture régularisée employée pour la transcription du texte. Les résultats de l'analyse du carbone 14 contenu dans le parchemin confirment que ces manuscrits ont été produits sous les Omeyyades, même si la date obtenue pour la copie de Tübingen l'attribuerait en principe à une phase ancienne, plus ou moins contemporaine du moment où a été transcrit le Codex Parisino-Petropolitanus, selon mon analyse. Alors que les fragments de Leyde, donc c'est celui-ci, et de Berlin ont donné des résultats très voisins. Vous voyez que les flèches ici correspondent. Dans le premier cas, entre 652 et 763. Dans le second, entre 662 et 765. Le parchemin de Tübingen remonterait à une période comprise entre 649 et 675. Donc c'est la raison pour laquelle la flèche est plus courte et plus, disons, en amont. Ici, vous avez l'échelle des temps. Les autres éléments qui peuvent fonder la date de ce groupe me paraissent indiquer plutôt, dans le cas également de Tübingen, un moment de développement plus avancé au cours de la première moitié du 8e siècle. De toute façon, même si les datations par le carbone 14 doivent toujours être confrontées aux autres données, il existe entre ces trois dates un accord substantiel pour y reconnaître des copies omeyyades. L'histoire du codex coranique à l'époque omeyyade frappe par la rapidité et l'importance des changements qui ont affecté le texte et sa présentation au cours d'une période extrêmement brève. Tous les aspects proprement visuels, la mise en page, l'écriture, l'enluminure, ainsi que ce que l'on pourrait appeler les outils intellectuels, ont été concernés. Et par outils intellectuels, j'entends la philologie, les techniques de contrôle de la transmission. Du fait de sa taille et de sa complexité linguistique, le texte coranique présentait un défi de taille pour un milieu qui n'avait qu'une expérience limitée dans la transmission des textes. Si on en croit les sources, la poésie faisait seule à cette époque, dans le domaine littéraire, l'objet d'une mise par écrit, au moins partielle. La comparaison entre
deux manuscrits qui se situent comme de part et d'autre de la période envisagée, le Codex Parisino-Petropolitanus d'une part et le grand manuscrit de Sana de l'autre, permet de saisir de manière frappante le chemin parcouru en approximativement un demi-siècle. Les plus anciens codices coraniques omeyyades, ceux qui furent produits grosso modo jusqu'aux environs de 695, conservent, comme celui que nous voyons en ce moment, de nombreux traits empruntés à la tradition livresque de l'Antiquité tardive. Il s'agit essentiellement des composants matériels du livre, la forme du codex, c'est-à-dire un livre formé de cahiers cousus ensemble, le format vertical de ce dernier, ou encore l'emploi du parchemin comme support de l'écriture. Parmi les différentes mises en page possibles, la préférence unanime dans ce qui nous a été conservé est allée aux longues lignes plutôt qu'aux colonnes, une décision qui a eu des conséquences décisives pour le développement ultérieur de la tradition manuscrite arabe, le changement de format en faveur de manuscrits oblongs ne modifiant pas la donne par la suite. La transcription du texte adopta une autre technique propre à la tradition tardo-antique, la scriptio continua, adaptée aux spécificités de l'écriture arabe. D'autres caractéristiques, comme le nombre de lignes à la page, en général entre 20 et 30, généralement autour de 25, l'élimination des marges, ou du moins leur réduction au strict minimum, sont en revanche plus spécifiques du Mus'haf ancien et lui conféraient rapidement une identité visuelle très forte. En ce qui concerne le texte lui-même, l'identification des versets représentait apparemment un sujet d'importance puisque dans les manuscrits les plus anciens, les individus en charge de la transcription, et ils sont parfois plusieurs, on l'a vu, apportaient à ce point une attention particulière. D'un autre côté, certains éléments avaient visiblement moins d'importance à leurs yeux. Sur le plan technique, la façon de fabriquer un cahier ne paraît pas avoir répondu à cette époque à des options bien définies. Un espace laissé blanc semblait alors une façon tout à fait adéquate de séparer les sourates les unes des autres. L'écriture en usage, le style hijazi, était alors profondément marquée par l'expérience individuelle et ni les copistes ni les commanditaires ou lecteurs ne paraissent avoir été troublés par les variations de style d'écriture entre les différentes contributions. Le papyrus d'Arnas, daté de 643, et l'inscription de Zuhair de 645 nous montrent que dès avant l'arrivée au pouvoir des Omeyyades, dès avant même le règne de Osman, qui règne à partir de 644, donc le papyrus d'Arnas est antérieur d'1 an, même un petit peu plus, les points diacritiques étaient connus et utilisés pour distinguer les lettres de même forme. Mais l'examen des exemplaires du Coran les plus anciens, comme celui que nous voyons, nous fait constater que leur emploi restait très limité dans le contexte de la transmission manuscrite du texte révélé. Les voyelles brèves n'étaient pas marquées, faute de signes spécifiques pour le faire, ce qui était également le cas pour la gémination, c'est-à-dire le redoublement des consonnes, ou la hamza, l'articulation, donc une articulation particulière qui ne correspond pas à une lettre spécifique à cette époque. Les écritures livresques ne se distinguaient pas visuellement de manière nette des mains documentaires. Le Codex des origines, dont nous avons vu qu'il est impossible à identifier parmi les vestiges qui nous sont parvenus et qui de toute façon a été produit à un moment qui se situe avant le point de départ chronologique retenu pour cette présentation, le Codex des origines a donc certainement exercé une influence sur les premiers développements que nous avons analysés, mais aussi probablement plus tard. Les manuscrits qui appartiennent au premier groupe de style hijazi, dont le Codex Parisino-Petropolitanus est un cas représentatif, peuvent sans doute nous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les copies primitives, sauf probablement en matière d'orthographe, puisque nous ne pouvons pas dire avec certitude jusqu'à quel point elles étaient défectives, puisque nous ne pouvons pas les identifier. Ce que nous apprennent ces manuscrits peut être confronté aux récits qui nous ont été transmis par la tradition musulmane à propos de la mise par écrit du Coran. Ils confirment tout d'abord que ces récits possèdent un noyau de vérité et que, notamment dans le cas du manuscrit que vous voyez ici, dont une portion importante a été conservée, un texte dans l'ensemble compatible avec ce que l'on désigne communément comme la Vulgate circulait déjà à cette époque, c'est-à-dire vers 660.
La fonction que les récits traditionnels réservent à la transmission écrite mérite d'être relevée dans le contexte d'une relation complexe entre l'oral et l'écrit dans la tradition musulmane. Si nous laissons de côté les informations relatives à une mise par écrit du vivant de Muhammad, la mise par écrit est présentée comme l'unique façon d'assurer la conservation et la survie du texte coranique dans les récits qui se rapportent à l'action du calife Abu Bakr, qui règne de 632 à 634, puis dans ceux relatifs à l'entreprise de Osman, entre 644 et 656, comme l'unique façon d'assurer l'intégrité du texte et donc de le canoniser. D'un autre côté, les recensions du Coran, qui avaient été préparées en dehors des cercles officiellement chargés de mettre sur pied la version canonique, étaient perçues par Osman, puis un peu plus tard par Al-Hajjaj ibn Yusuf, comme une véritable menace. L'un et l'autre décidèrent, selon les sources, de procéder à la destruction de ces manuscrits concurrents. Cette mesure radicale, et ça c'est un point qu'il faut souligner, se serait même appliquée à une relique vénérable, les fameux Suhuf de Hafsa, la fille du calife Omar, qui représentaient ces feuillets, qui représentaient en fait l'exemplaire d'Abou Bakr et avaient servi de modèle à la nouvelle recension du Coran. Le texte écrit du Coran était un enjeu de premier plan pour les princes, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette version et souhaitaient conserver leur propre codex. L'opposition marquée par Ibn Mas'ud a des prolongements jusqu'au Xe siècle, des manuscrits dérivant de son propre codex circulant encore à cette date tardive. Au siècle précédent, selon le témoignage d'Ibn Qutaïba, des recensions divergentes circulaient encore. Enfin, au début du Xe siècle, Ibn Shanaboud prétendait encore utiliser le texte d'Ibn Mas'ud pendant la prière et fut sévèrement condamné pour cela par Ibn Mujahid. Le codex Sana I, en d'autres termes le palimpseste de Sana, unique témoin d'une tradition textuelle qui n'avait pas encore été éliminée sous les Omeyyades, confirme l'existence de recensions concurrentes dont la tradition a conservé le souvenir. Cette dernière, la tradition, dans les différents récits qui se rapportent à ce sujet, même si leur historicité peut être mise en question, reflète la préoccupation des premières générations de musulmans pour la transmission écrite. Tous ces éléments coïncident pour confirmer l'existence de transmissions distinctes au cours du 1er siècle de l'islam, l'une d'entre elles réussissant même à se maintenir jusqu'au Xe siècle. D'un autre côté, l'absence des variantes spécifiques du codex Sana I parmi les listes qui nous ont été conservées par la tradition, notamment dans le Kitab al-Masahif, le livre des codex coraniques de Ibn Abi Daoud, signifie qu'une partie au moins de l'information relative aux divergences des recensions concurrentes n'a pas été conservée. La datation que j'ai proposée pour cette copie unique, le palimpseste, implique cependant que ce témoin était encore en usage à la fin du 7e ou au début du 8e siècle, suffisamment tard en principe pour que les savants qui collectaient ces variantes en aient eu connaissance. Comme le palimpseste est un témoin unique, je l'ai déjà dit au moins 2 fois, il est malheureusement impossible d'évaluer la façon dont le texte qu'il transmet a été conservé dans d'autres copies et de comparer la situation avec celle que nous pouvons observer dans le cas du rasm haussmannien grâce aux informations fournies par la tradition dominante et par les nombreux manuscrits qui se rattachent à ce courant. En ce qui concerne ce dernier, les manuscrits laissent prévoir néanmoins un texte encore fluide, bien qu'à l'intérieur de limites très strictes, pour reprendre les mots de Fred Donner. Les manuscrits du premier groupe de style hijazi, qui suivent fondamentalement le rasm haussmannien, fournissent d'excellents exemples de cette situation, avec des variations limitées du rasm par rapport à celui de la Vulgate. L'écriture employée pour le noter est défective, notamment par sous-emploi notable des signes diacritiques qui ne sont pas employés par des copistes pour dissiper les ambiguïtés, alors que ces mêmes copistes les connaissaient, comme le démontrent les différents manuscrits qui appartiennent à cette strate de la transmission. Il y a plus. Si nous prenons en compte les récits
qui attribue l'introduction des diacritiques à l'action d'Al-Hajjaj, donc assez tard dans le 7e siècle. Cette action qui a pris place dans le cadre de l'opération de révision du texte qu'il avait lancée, et affirme plus particulièrement, donc ce sont les récits qui affirment plus particulièrement que les premières lettres qui furent choisies pour être ponctuées avaient été les ta et les ya, de manière à distinguer les deuxième et troisième personnes dans certaines formes verbales, force est de reconnaître que les manuscrits nous disent complètement autre chose. En fait, les manuscrits du premier groupe de style hijazi étaient bien incapables d'atteindre le but fixé par le calife Osman, selon le récit qui nous est transmis par Az-Zuhri, d'un côté parce que l'écriture n'avait pas encore atteint un niveau suffisant de précision, de l'autre parce que les copistes n'utilisaient pas complètement toutes les possibilités qu'ils avaient à leur époque. Le récit est en fait beaucoup plus en phase, le récit d'Az-Zuhri, donc la représentation traditionnelle de la mise par écrit du Coran, qu'on rencontre chez Tabari, etc. Ce récit est en fait beaucoup plus en phase avec une période où l'emploi des diacritiques gagnait du terrain et où le système de notation des voyelles brèves avait été introduit. Il nous faut dès lors nous interroger sur l'influence qu'a pu exercer sur ce transmetteur fondamental du récit sa propre expérience des codices coraniques. Il a vu de fait, parce qu'il a vécu à cette époque, des copies du Coran similaires au codex de Fustat et probablement à celui de Sana, le grand manuscrit in folio. Vivant à Damas au début du 8e siècle, Az-Zuhri a très certainement été familier avec ces évolutions et, à la lumière de ces dernières, il a pu donner à son récit une touche anachronique pour justifier, disons, le dessein du calife. L'état encore fluide du texte osmanien pendant les premières décades de la période omeyyade conduit également à s'interroger sur l'emploi de la collation pour préserver l'intégrité du texte et sécuriser sa transmission. Les récits de la tradition à propos de la mise par écrit du texte coranique assurent qu'un processus laborieux et sophistiqué d'édition prit place, peut-être pour mieux souligner l'authenticité absolue et indiscutable de la Vulgate. Il rapporte notamment, ces récits, que le texte fixé par Zaïd ibn Thabit fut soigneusement collationné avec les feuillets de Hafsa, fille de Omar, feuillets qui représentaient en fait, comme je le disais tout à l'heure, la version compilée à l'initiative d'Abou Bakr. Collationné, cela veut dire que quelqu'un regardait le texte original, le lisait et quelqu'un se trouvait à côté avec la copie pour vérifier que ce qui était dans la copie originale se trouvait bien dans l'exemplaire original, se retrouvait bien dans la copie. Donc ça aurait été en quelque sorte l'étape initiale au moment où Zaïd a terminé de copier le texte dans son intégralité, il aurait vérifié avec l'exemplaire de Hafsa. Mais, et c'est un mais important, lors de l'étape suivante de l'opération mise en marche par Osman, ce contrôle attentif semble avoir purement et simplement disparu. En effet, selon la tradition, c'est au moment de la transcription de ce qu'on appelle les Masaïf al-Amsar, les codex coraniques qui sont envoyés dans les principales villes de l'Empire, au moment donc de la transcription de ces manuscrits, que les variantes dites canoniques s'introduisirent, variantes qui distinguent de manière définitive les différentes copies les unes des autres. Cet épisode implique donc que la collation qui venait d'être utilisée pour la copie en quelque sorte mère, brusquement cessait d'être appliquée pour des copies qui étaient tout aussi importantes puisqu'elles allaient servir de référence dans la transmission écrite du texte coranique. Cette incohérence conduit à reconsidérer la liste des variantes canoniques affectant le rasm. Leur valeur historique est douteuse dans la mesure où elle inclut des situations qui sont tout simplement inenvisageables à une époque aussi haute. Ainsi, cette variante fondamentale sur laquelle je suis revenu à maintes reprises, qui implique les deux formes kala, il a dit, et kul, dit, donc deux formes qui se reconnaissent quand on les entend. Il ne s'agit pas de formes qui sont
très similaires. Donc, cette variante qui intervient dans la sourate 23 au verset 112 et 114 n'est pas envisageable graphiquement avant la fin du 7e siècle, donc bien après la mise par écrit. Jusqu'à cette date, les copistes les écrivaient toutes les deux exactement de la même manière, Kaf et Lam. Donc il n'y avait pas moyen graphiquement de savoir de quoi il s'agissait. Et si on lisait le texte correctement, au moment d'une collation, on ne pouvait pas manquer d'entendre la différence. Donc là, il y a un point qui est quand même difficile à expliquer. De même, il est douteux qu'une autre variante trouvée dans la même sourate, au verset 87 et 89, qui oppose les lectures Allah d'un côté et Lillah de l'autre, donc également des choses qui se perçoivent à l'oreille, ait pu échapper à l'attention de ceux qui assuraient la collation du texte. Il est plus vraisemblable que la collation fut introduite à un moment où la précision de la notation du texte par l'écriture avait substantiellement progressé et que les techniques associées à la transmission se mettaient en place. Les petites variantes apparues durant le processus de transmission du texte haussmannien furent alors repérées et le récit de la compilation de ce dernier incorpora, une autre fois de manière anachronique, la référence à la collation lors de l'étape initiale, de manière à souligner la fidélité de ce texte initial par rapport à la source, et souligner également la stabilité du processus de transmission. Et de la même façon, il fournissait, même s'il y a une incohérence, une explication à l'origine des variantes, puisqu'il fallait quand même expliquer pourquoi les manuscrits de Damas, de Koufa, de Basra n'étaient pas absolument identiques. Donc ce récit étiologique venait à point pour expliquer pourquoi il y avait ces variantes, et du coup, les différences se trouvaient parfaitement justifiées. De manière générale, les manuscrits de la première période, qui durent jusque vers les années 695 environ, laissent penser que la relation avec le texte du Coran était encore tout à fait ouverte et que la capacité à modifier l'apparence physique du Mus'haf, du codex coranique, avait son pendant dans la possibilité d'en modifier l'orthographe, naturellement à l'intérieur de limites plus strictes. C'est-à-dire qu'on pouvait changer la mise en page, changer l'écriture, ajouter des enluminures, etc. Mais on pouvait également changer l'orthographe de manière à la mettre en accord avec un texte connu par cœur, ou du moins que les gens imaginaient connaître absolument par cœur. Comme j'espère l'avoir montré, toute la période assista à un passage graduel de la scriptio defectiva à une orthographe plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce résultat fut obtenu d'un côté par ajout de lettres, mais aussi par suppression de certains éléments du rasm initial. Dans le cas de la Vulgate haussmannienne, ces modifications ne modifièrent pas l'accord fondamental avec la version qui préfigure le canon, qui finira par s'établir un tout petit peu plus tard, même si elles débouchèrent parfois sur une variante du rasm. Elles visaient, in fine, à produire un texte qui était plus proche de celui que le calife, selon les rapports de la tradition, aurait souhaité mettre en place. De manière significative, cet effort, dont le Codex Parisino-Petropolitanus nous donne un excellent exemple, semble avoir reposé en large partie sur des initiatives personnelles des copistes qui pouvaient toutefois avoir reçu des consignes non contraignantes. C'est-à-dire que les copistes étaient en fait ceux sur les épaules de qui reposait l'initiative de la correction. On leur avait peut-être dit qu'il fallait écrire Ka'ala avec un alif, mais au moment de la transcription, bien sûr, il fallait qu'ils se souviennent au moment opportun d'ajouter l'alif ou de ne pas l'ajouter d'ailleurs. Cette façon de procéder, qui semble avoir recueilli un large assentiment, a dominé l'approche du rasm et des qira'at, qui ne nous sont malheureusement accessibles qu'à travers la division en versets, qui est une partie de la science des lectures coraniques ou qira'at. En d'autres termes, pour résumer ce que je viens de dire de manière un petit peu compliquée, il n'y avait pas de strict contrôle sur la circulation du texte pendant les premières décennies de l'époque omeyyade. Le codex de Sana, le palimpseste, confirme que des copies non canoniques étaient encore produites vers 700, et encore une fois, nous savons qu'elles ont circulé jusqu'à une date assez avancée du Xe siècle en ce qui concerne le texte d'Ibn Mas'ud.
Un changement se produisit probablement sous le règne du calife Abd al-Malik, qui règne entre 685 et 705. Les récits concernant ce que Omar Hamdan a appelé le Masahif Project, le projet des codex coraniques, supervisé par Al-Hajjaj ibn Yusuf, donc une opération qui s'est située à peu près vers 703 ou 704, reflète la préoccupation et l'implication des Omeyyades dans les questions touchant au texte coranique, avec deux objectifs bien évidents. L'un était de parvenir à une plus grande uniformité, et la seconde, de soutenir le prestige de la dynastie. À cette époque, les changements affectèrent à la fois le texte lui-même et l'identité visuelle du Moussaf. En ce qui concerne ce dernier, les modifications les plus visibles furent l'introduction des marges, ce qui allait conduire à produire des manuscrits de taille plus importante, même si sur le moment, il n'y a pas de changement substantiel par rapport aux in-quarto de la période précédente. Les copistes commencent à employer un calame avec une pointe plus épaisse et une écriture solennelle employée par différents copistes qui avaient probablement été entraînés à la reproduire, se substitue à des écritures qui étaient fortement marquées par des habitudes personnelles. Cette écriture, au 1, annonce la fin du codex entre guillemets personnel de style hijazi, qui cède la place à un livre dont les caractéristiques sont communes à toute une production et qui manifeste de manière symbolique l'unité de la communauté rassemblée autour d'un seul et même texte. Bon, c'est bien sûr un idéal, hein, dans la pratique les choses n'étaient pas aussi nettes. Dans ce contexte, le concept d'écriture coranique se dégagea progressivement et conduisit à introduire une distance croissante entre ces styles et l'écriture en usage de tous les jours. La relation entre le style de manuscrits de ce genre et les inscriptions officielles de Abd al-Malik sur les bornes miliaires retrouvées en Palestine, de même que la fameuse commande passée à Khalid ibn Abil Hayyaj pour l'inscription du mihrab de la mosquée de Médine dans le récit d'An-Nadim, sont autant d'indications de l'implication des élites dans ce processus. Pour ce qui est du texte lui-même, l'épisode est révélateur. L'intervention d'Al-Hajjaj touche à la fois la lettre du texte, puisqu'elle débouche sur des corrections du rasm, et la précision de l'enregistrement écrit, puisqu'il aurait introduit aussi bien le système des signes diacritiques que la notation des voyelles braille. Al-Hajjaj a également fait faire le décompte des lettres du Coran, un dénombrement qui est associé, nous dit-on, à la définition des sections du Coran, moitié, tiers, quart, etc. Mais cette entreprise a en fait une autre ambition, et c'est comme cela qu'il faut la lire. Connaître exactement le nombre des lettres d'un texte, c'est après tout une technique qui a son importance dans la pratique scribale, puisqu'elle permet de savoir, de manière en quelque sorte mathématique, si la copie est fidèle à l'original. Les copistes juifs de la Torah la connaissaient bien, et Al-Hajjaj a sans doute vu son intérêt pour définir un canon. Le rasm coranique, récemment amélioré par Ubaydallah ibn Ziyad, donc le prédécesseur d'Al-Hajjaj dans le gouvernorat du Irak, puis révisé par la commission constituée par Al-Hajjaj autour de Hassan al-Basri, avait toutes les apparences d'être enfin un texte stabilisé qui pouvait être tenu pour définitif. Le décompte fermait donc le texte. Même si cette mesure ne parvenait pas en réalité à atteindre cet objectif, puisque l'histoire nous montre qu'il est atteint plus tard, elle pourrait marquer symboliquement le franchissement d'une étape importante dans la canonisation du texte coranique. Les premiers exemples d'enluminure sur les copies du Coran remontent sans doute à cette même époque. L'idée que le codex coranique puisse ou doive être un beau livre est probablement liée, comme j'ai essayé de le montrer, à la fois aux efforts des Omeyyades de rivaliser avec les Byzantins et au contact avec les autres traditions manuscrites de la région, soit par familiarité avec leurs propres livres, soit par des commandes passées par des musulmans à des copistes ou enlumineurs chrétiens ou juifs. D'un autre côté, le remplacement presque systématique dans le codex de Fustat de la scriptio defectiva de Kala par la scriptio plena laisse penser que les points du texte qui pouvaient être ambigus pour un lecteur commençaient à recevoir une attention systématique. De fait, ce qui nous est raconté de l'entreprise d'Al-Hajjaj
montre bien que même si le détail n'est peut-être pas toujours à prendre historiquement comme une donnée historique, montre que c'était un des buts qu'il poursuivait. Ces changements étaient cependant loin de faire l'unanimité au sein de la communauté musulmane de l'époque. Quelques décennies plus tard, je le rappelais tout à l'heure, Malik ibn Anas exprimait son désaccord vis-à-vis de tout changement apporté à l'orthographe initiale du Coran. D'un point de vue strictement formel, certains commanditaires et copistes paraissent avoir adopté des positions également conservatrices. Plusieurs copies de format in quarto indiquent que des manuscrits destinés à un usage public restèrent largement identiques dans leur apparence extérieure à ceux de la période antérieure. Les dimensions du codex de Fustat sont très voisines de celles du codex Parisino-Petropolitanus et des volumes in folio, comme un fragment voisin de celui que nous avons vu tout à l'heure, donc un petit in folio, restent tout à fait exceptionnels au sein du matériel qui a été conservé. D'un autre côté, la qualité et la valeur de ces entre guillemets nouvelles copies, celles comme le codex de Fustat, influencèrent les copistes qui s'en tenaient par ailleurs à la tradition antérieure et qui se sont chargés de faire une sorte de synthèse entre, disons, le conservatisme de leur présentation de l'écriture et du texte et cette forme nouvelle de mettre en page. Globalement, ce point, voilà, c'est le manuscrit que je voulais vous montrer. Ce point peut être déduit de l'observation de copies dans un style apparenté au Hijazi, mais dont la mise en page incorpore des marges et a recours de manière systématique à des tirets en fin de ligne pour bien aligner la verticale gauche de la justification. Globalement, le contrôle exercé sur le texte augmenta au cours de cette période, comme l'indique le progrès de la scriptio plena ou encore l'introduction du système de notation des voyelles brèves par des points rouges. Si le récit rapporté par Ibn Dukmak à propos de la copie réalisée sur instruction de Abd al-Aziz ibn Marwan, gouverneur de l'Égypte sous les Omeyyades, est exact, il marquerait le début du recours à une forme de collation vers cette époque, une conséquence de l'intérêt marqué par les autorités pour l'exactitude des manuscrits coraniques. L'anecdote est la suivante. Abd al-Aziz fait faire une copie du Coran et dit je donne une forte récompense à quiconque y trouvera une faute. Et donc les gens viennent lire le texte et à la fin, un qari, un lecteur, voit une faute et du coup repart avec le gros lot, très content d'avoir trouvé une erreur dans le texte du Coran. Donc c'est une forme de collation. C'est aussi pour nous une indication peut-être chronologique de l'introduction de cette procédure dans la transmission des textes. Un troisième changement, mais cette fois d'une autre nature, se produisit vraisemblablement sous le règne d'Al-Walid entre 705 et 715. Il ne concerne à vrai dire que les copies les plus luxueuses produites sur commande officielle. Des manuscrits coraniques de format in folio avaient peut-être déjà vu le jour avant, comme le montre la photo précédente, et comme le semble indiquer quelques fragments qui subsistent. Toutefois, leur écriture n'était pas totalement adaptée aux dimensions des feuillets et débouchait sur des volumes qui n'étaient pas non plus adaptés aux besoins du commanditaire pour des fins de propagande ou apologétique, ou qui n'étaient pas satisfaisants d'un point de vue esthétique avec une écriture trop fine sur des feuillets trop grands. Des calligraphes imaginèrent alors un nouvel instrument pour écrire qui permettait de transcrire une quantité de texte moins importante sur un feuillet de grande taille, ce qui permettait de disposer d'un nombre plus important de feuillets et donc de volumes plus spectaculaires. Alors que les in-folio précédents n'avaient guère plus que 150 feuillets environ, d'après ce qu'on peut calculer, des copies comme le manuscrit de Sanaa atteignaient 370 feuillets, c'est-à-dire qu'avec le même texte, on doublait le nombre des feuillets et on avait un volume qui était véritablement impressionnant. Les tentatives précédentes pour produire un beau livre furent alors couplés avec un nouveau projet, au moins chez les commanditaires qui appartenaient à l'élite omeyyade. Ces grands manuscrits coraniques nous permettent de constater que l'aspect tridimensionnel du codex était pleinement pris en compte
et exploitées à des fins apologétiques. Nous parlons de volume à propos de livres, et là c'est véritablement une nouvelle étape dans la production de livres. On a des objets qui sont des objets massifs, des objets énormes en 3 dimensions qui se remarquent de loin. Mais si des caractéristiques communes peuvent être dégagées par l'analyse d'une petite mais significative série de copies in folio, ce qui implique qu'ils répondaient à une sorte de cahier des charges, ils ne furent pas produits dans un même atelier. Ça, c'est aussi un point important. Il n'y a pas véritablement un scriptorium officiel, si vous voulez. Il n'y a pas de maison d'édition dédiée à la production de ces manuscrits. Ce sont des choses qui sont faites par des copistes, en quelque sorte, privés. Ces changements avaient naturellement un coût. La quantité toujours plus importante de parchemin qu'exigeaient les copies les plus impressionnantes avait un prix, et copistes et enlumineurs demandaient également à être rémunérés. Tous les commanditaires n'adoptaient pas l'attitude de Omar II, avec ce fameux épisode où il refuse de payer le manuscrit en lettres d'or qu'il avait commandé parce que le prix lui semblait trop cher. L'anecdote n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Elle ne serait pour moi qu'un écho des prix de plus en plus élevés qu'atteignaient les Korans in folio qui se développèrent à cette époque. Il faut toutefois observer que l'utilisation de l'or pour les décors suscita sans doute des réserves importantes vers la fin de la période omeyyade, comme le montrent les enluminures du manuscrit de Kérouan qui en sont complètement dépourvues. Cette décision avait de toute évidence des implications idéologiques qui dépassaient les choix des artistes. Elle correspondait probablement au désir que nous voyons se manifester de plus en plus clairement de rompre avec un art hérité de l'Antiquité tardive. Les reproches adressés à Al-Walid Ier à propos des mosaïques de la mosquée de Médine formuleraient en fait une critique plus large contre des formes artistiques qui ne seraient pas dans l'esprit de l'islam. Nous savons peu de choses sur la possession de manuscrits coraniques par des particuliers. Quelques bribes d'informations peuvent être glanées dans des récits à propos de la période, et leur thème est souvent le prix des copies. Mais elles indiquent également que dès une période assez ancienne, vers la fin du 7e siècle, des individus possédaient des Corans. Le matériel qui a été préservé est peu éloquent sur ce point. Les manuscrits in octavo des débuts de la période peuvent effectivement avoir appartenu à des particuliers, mais dans certains cas, la quantité de parchemin employée est finalement assez voisine de celle des copies in quarto dans la mesure où l'écriture est plus grande. Il est donc difficile de tirer des conclusions. Nous en savons toutefois un peu plus sur les copies publiques et pouvons dans ce cas détecter un changement de perception des fonctions mêmes du codex coranique. Il passe du statut de simple enregistrement destiné à la préservation de la révélation à un élément d'un rituel. Des lectures publiques faites sur des copies officielles conservées dans des mosquées commencent à cette époque et Al-Hajjaj est réputé être à l'origine de cette pratique. Une imitation des habitudes des chrétiens ou des juifs peut être à l'origine de cette initiative. Il existe toutefois une autre fonction évidente pour ce rituel. La lecture permettait de promouvoir un texte bénéficiant d'un soutien officiel tout en rappelant à l'auditoire que la copie avait été offerte par le prince ou par son entourage. La réaction de Abdelaziz ibn Marwan face à la copie envoyée à Fustat par Al-Hajjaj est tout à fait significative de ce point de vue. Il fit immédiatement réaliser son propre manuscrit coranique, qui resta longtemps d'ailleurs une copie privée, même s'il avait été intégré au culte puisqu'il était transporté le vendredi du palais du gouverneur omeyyade à la mosquée de Amr. Plus tard, après le décès d'Asma, la petite fille de Abdelaziz, un salaire fut payé à un lecteur pour des récitations publiques à partir du manuscrit. Vers le milieu du 8e siècle, un long chemin séparait le codex d'apparence austère qui, le premier, avait donné une forme au kitab annoncé dans la Révélation et attendu par la communauté initiale, des copies de luxe produites sous le patronage du prince. Laissant un âge où les livres étaient encore profondément marqués par les individus qui les avaient produits, le Coran omeyyade était entré dans une période où la possibilité de reproduire de manière répétée un même style d'écriture sur différentes copies occupait une place de plus en plus importante. Les techniques requises pour produire des copies calligraphiées se développèrent en même temps que le concept d'écriture coranique. Cela ne signifie pas, tant s'en faut,
que tous les manuscrits produits à un moment donné avaient tous la même apparence. Certains milieux, on l'a vu, étaient fortement attachés à la tradition initiale ou au contraire exploraient de nouvelles pistes. Une partie du matériel qui a été préservé nous révèle l'allure soutenue des transformations, une autre partie maintient au contraire des caractéristiques des copies anciennes, ou du moins certaines d'entre elles, puisqu'elles incorporent, nous l'avons vu, des innovations comme les tirets de fin de ligne, les marges, etc. La rivalité apparente entre différents formats, oblong ou vertical, entre différents styles d'écriture, B1A, C1A ou O1, ou différents répertoires décoratifs, peut en fait renvoyer à des milieux ou aussi à des régions différentes. Malheureusement, notre matériel ne fournit absolument aucune indication à ce propos. Les progrès spectaculaires de l'écriture en termes de précision sont parallèles à l'évolution de la présentation et portent témoignage des efforts considérables qui ont entouré le codex coranique tout au long de la période omeyyade. Je vous remercie.